Bon, je suis donc venu vous parler d'une longue recherche, puisque ça court à peu près sur une cinquantaine d'années. Alors je vais commencer par vous parler des prémices de cette longue recherche et comment je suis arrivé de l'histoire au départ à l'ethnologie. C'est-à-dire que dès l'enseignement secondaire, j'ai eu une attirance indéniable pour l'histoire. Et ça, c'est grâce à un professeur du secondaire qui, de temps en temps, on tombe comme ça sur des profs passionnants et qui nous parlait de la Révolution française avec un tel enthousiasme que je me suis dit, donc, je sais pas, j'avais 12, 13 ans, 14, c'était trop, 13 ans, oui, je me suis dit, c'est merveilleux l'histoire, il faut que je m'intéresse à l'histoire. Bon. Et puis, vers 15-16 ans, j'ai rencontré, donc toujours un peu du côté de l'histoire, l'Amérique précolombienne. Et ça, c'est au hasard d'une lecture. Enfin, pas tout à fait un hasard, parce que c'est un livre qu'on m'a offert, parce qu'on devait savoir que je m'intéressais à l'histoire. Peut-être aussi savait-on que je m'intéressais à l'Amérique précolombienne, parce que là, c'était pas sur le Mexique, mais j'avais flashé, si je puis dire, sur le Machu Picchu étant très petite. Je disais, j'irai là, c'est extraordinaire. En tout cas, je suis arrivé donc on m'a prêté un livre, offert plutôt, un livre dans la collection, je ne sais pas si elle est, oui, je crois qu'elle est toujours connue, La vie quotidienne. Et c'était la vie quotidienne chez les Aztèques. Ça s'appelait Les Aztèques à la veille de la conquête espagnole. C'est un ouvrage de Jacques Soustelle, donc spécialiste des Aztèques. Et bon, ça m'a littéralement ouvert un horizon. Donc j'avais 15 ans ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit, je vais être ethnologue. Bon. C'est peut-être plus très fréquent maintenant, les jeunes qui se disent et qui font, qui se disent peut-être, mais qui font exactement ce qu'ils avaient décidé de faire à 15 ans. Bon. En tout cas, j'ai été fasciné par cette question que soulevait Soustelle, et notamment, c'était peut-être pas dans La vie quotidienne, mais dans d'autres livres, parce que j'en ai lu d'autres de lui, je me suis intéressé aux Aztèques et au Mexique. C'était sur la difficulté de la communication entre les deux cultures. D'un côté, les Aztèques qui pratiquaient le sacrifice humain, et pour les Espagnols, c'était l'horreur, et de l'autre côté, pour les Aztèques, l'esclavage que pratiquaient les Espagnols était impensable et abominable. Et cette espèce de manière qu'il avait de montrer la difficulté de relation entre ces deux cultures m'avait passionné. Bon, encore fallait-il, puisque j'avais déjà décidé un peu d'être ethnologue, que je trouve le chemin pour y arriver. Et à cette époque, c'est donc vers la fin des années 50, c'était pas une discipline très, très couramment enseignée, l'ethnologie. Pour y avoir accès, il fallait passer par la philosophie. Enfin, pour y avoir accès en termes de diplôme, si je puis dire, il fallait passer par la philosophie. J'ai donc pensé me diriger dans cette voie. J'avais déjà choisi de faire... La philosophie m'intéressait aussi, à 13 ans. J'ai choisi, à 13 ans, je ne sais pas quel âge j'avais, j'ai choisi de faire de l'allemand en seconde langue, en hésitant avec le grec, j'avais fait du latin, mais l'allemand, c'était aussi la langue des philosophes. Et puis j'avais une lubie, c'était de lire Freud dans le texte. Bon, ce que j'ai fini par faire un jour, maintenant je ne parle plus un mot d'allemand parce que je n'ai pas l'occasion de le parler, mais c'est comme ça. Donc, comment dirais-je, je pouvais faire ça, mais là, j'ai trouvé le rôle aussi d'un professeur, mais négatif cette fois. C'est mon prof de philo quand j'étais en terminale, avec qui je ne m'entendais pas du tout. Alors, et puis qui était, je voulais faire Normal Sup, Hippocagne, et qui était le prof que j'aurais eu en Hippocagne si j'avais continué comme ça. Alors je me suis dit non, c'est pas possible. C'est idiot parce que, il faut que je fasse autrement. Et à ce moment-là, la filière sociologie pour faire de l'ethno venait de s'ouvrir, si je puis dire, faire ce qu'on appelait une licence constituée à l'époque. Enfin, ethno, on pouvait toujours le faire, c'est des certificats. Mais pour avoir une licence constituée, un diplôme, on pouvait à nouveau passer, à ce moment-là, on commençait à pouvoir passer par la sociologie. Et j'ai eu donc il fallait passer 4 certificats, je ne sais pas quoi, donc sociologie obligatoire et ethnologie en option.
Et j'ai eu une certaine chance parce que les enseignants sociaux, donc la chaire était occupée par Gurvitch, je ne sais pas si on le connaît encore, pas beaucoup peut-être, mais surtout il avait 2 assistants, c'était Bourdieu et Passeron. Donc moi j'ai fait sociaux avec Bourdieu et Passeron, c'est pas mal quand même. Bon. Donc finalement je n'ai pas regretté. Et puis j'avais évidemment pris mon option en option ethnologie, puisque c'était ça qui m'intéressait. Et à ce moment-là, l'ethnologie était enseignée donc au Musée de l'Homme. Il y avait Leroi-Gourhan d'un côté et Bastide de l'autre, les 2 profs qu'on avait. Alors Leroi-Gourhan, c'était en même temps, c'était un peu mélangé d'ailleurs. L'archéologie préhistorique est quand même son truc, si je quittais son affaire, si j'ose dire, mais aussi la technologie. Donc il enseignait plutôt pour les ethnologues, bon, c'est des cours de technologie. Et puis il y avait Bastide en anthropologie, en ethnologie générale, enfin je ne sais pas comment dire. Alors je peux dire que donc c'était un enseignement qui se donnait alors au Musée de l'Homme. Il y avait un petit amphithéâtre, mais on n'était pas très nombreux à cette époque à faire ethnologie, peut-être on était une centaine en tout. Et je crois que c'était uniquement à Paris qu'on pouvait faire ça, parce qu'il y avait des gens qui venaient d'autres coins de la France. Et comment dirais-je, c'était un petit amphi, il n'était jamais complètement plein, donc on avait la chance en quelque sorte d'être 30-40 avec Bastide à portée de main. Bon, ce n'est pas le cas maintenant toujours, enfin je pense. Donc pour moi, Bastide, et puis cette atmosphère de petits groupes et tout était assez stimulante. Et je reconnais un très très bon souvenir de cette période-là. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons organisé à trois étudiantes là, un premier voyage sur le terrain. C'était durant l'année qu'avait suivi notre préparation de certificat d'ethnologie, et nous voulions aller au Mexique, toutes les 3. Et nous avons demandé à Bastide de nous orienter, et Bastide nous a fait un mot de recommandation. Ce mot de recommandation, il l'avait adressé à Aguirre Beltrán, qui était alors le directeur ou le président, je ne sais plus, de l'Institut national indigéniste au Mexique. Et donc, nous sommes allés au Mexique. Bon, enfin, à dire vrai, aller au Mexique, excusez-moi, ne nous préparait pas tellement, toutes ces recommandations ne nous préparaient peut-être pas tellement en réalité à la dureté du terrain, mais enfin, c'était une première approche, parce que le mot d'Aguirre Beltrán, Institut national indigéniste, nous avait permis d'aller dans un petit village qui s'appelait Jamiltepec, dans la Mixteca Baja, au-dessus d'Oaxaca, mais dans des conditions magnifiques, quoi, bon, qui ne sont pas, je l'ai expérimenté après, les conditions du terrain tel qu'on peut le connaître quand on débarque sans recommandation de ce genre. Bon. Donc au sortir de cette expérience, moi j'ai envisagé quand même de faire une thèse, non pas sur les Mixtèques, mais sur les Mayas du Yucatan, entre campagne et ville. Mérida avait été récemment, il y avait des études intéressantes sur Mérida, mais bon, ce rapport à la campagne était encore une possibilité ouverte, donc je m'étais intéressé à ça et je me suis inscrite en thèse là-dessus sous la direction de Bastide. Bon, seulement il faut quand même songer à gagner sa vie, si je puis dire. Et il fallait que je m'occupe de la façon de décrocher un travail rémunérateur. Et l'un de nos camarades au cours, là, avait entendu parler de l'Orstom, enfin lui-même était archéologue plutôt, et nous en avait vanté les intérêts, c'était un homme, nous avait vanté les intérêts et les mérites, si je puis dire. Les mérites et intérêts pour nous, c'était qu'on faisait beaucoup de terrain. Et donc, quand on est ethnologue apprenti, on a envie de faire du terrain. Bon, donc on envisageait de poser, moi j'ai envisagé de poser ma candidature, et une de mes camarades, celle avec qui j'étais parti au Mexique, la troisième a bifurqué sur d'autres régions culturelles, d'autres zones, aires culturelles, mais elle aussi qui voulait travailler sur le Mexique. D'ailleurs, c'est un peu aberrant quand on y pense, parce que le Mexique n'était pas un endroit où l'Orstom travaillait, mais bon, on n'en savait trop rien à l'époque. Enfin, on a décidé de poser notre candidature. Alors, nous avons
demandé aux responsables de la section ethnologie du ça s'appelait comité scientifique ou technique, je ne sais plus, de l'Orstom, de nous recevoir. Bon, c'était comme ça qu'on procédait à l'époque, ce n'était pas des examens ou des concours comme maintenant. Et comment dirais-je, ce qu'il a fait, et il nous a, il était chargé de l'ethnologie, je crois qu'il chapeautait un peu l'ensemble aussi. C'était il n'était pas ethnologue, c'était un gouverneur, c'était un administratif, si je puis dire. Bon, il nous a reçus tout à fait gentiment, en nous expliquant très aimablement que l'Orstom était assez misogyne. Et de fait, à l'époque, sur à peu près 1000 chercheurs, il y avait peut-être 3 femmes. Bon. Alors, il nous a expliqué aussi que, malgré tout, si on voulait vraiment avoir une chance, il fallait qu'on fasse une année de plus, et puis qu'après on présente notre candidature. Quand je dis une année de plus, c'est une année de plus que ce que passaient les autres habituellement. De sorte que, parce que l'Orstom, on rentrait comme élève, donc on avait une année de préparation en France, et puis on partait sur le terrain après avec une deuxième année d'élèves, donc je sais pas, oui, c'était pas un stage, enfin bon, mais en principe avec guidé par un ancien sur le terrain. Bon. Donc nous avons et quand nous avons préparé ce qu'il nous demandait de faire en plus, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'était le CFRE, le certificat de formation à la recherche ethnologique, nous avons trouvé là des gens, des garçons, des hommes, qui étaient rentrés à l'Orstom, étaient payés pour faire ce que nous faisions pour oser prétendre rentrer à l'Orstom. Bon, enfin, c'est classique, c'est peut-être aujourd'hui, parfois, quand je dis ça, bon, enfin, c'était tout à fait... Et ils nous avaient prévenu si on y arrivait, il n'y en aurait pas... On était 2, ils ne prendraient sûrement pas les 2. Bon, finalement, c'est moi qu'on a retenu, je ne sais pas pourquoi, parce que nos dossiers étaient tout à fait équivalents, mais quelque part, je pense que si on en a retenu une, moi en l'occurrence, parce qu'on était 2 à se présenter avec de très bons dossiers, plus que les autres, quoi. Plus que les garçons qui, eux, étaient... Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Bon, donc, pendant l'année de, comment dirais-je, où nous étions élèves en France, si vous voulez, on a préparé, on a suivi des cours, bon, j'ai suivi. Bon. Et le problème pour moi, c'est que la condition qu'on avait mise pour que je rentre à l'Orstom, alors j'ai jamais su d'où ça venait, c'était d'entrer dans la section sociologie, alors que j'avais postulé en ethnologie. La raison en était qu'en ethno, ils avaient beaucoup de candidats, en sociaux, 2 candidats seulement avaient été retenus. Et bon, alors moi, personnellement, ça ne me posait pas un vrai problème, parce que je n'approchais pas, j'imaginais une sociologie des petits nombres avec un rapport au terrain. À partir du moment où c'est des petits nombres, moi, c'est la recherche ethnographique de base, c'est la même. Donc ça ne m'a pas posé vraiment de problème. Puis il fallait quand même que je songe à travailler, donc j'ai accepté. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Ballandier, puisque c'est Ballandier qui dirigeait la section de sociologie. Bon, je me suis donc retrouvé en sociologie, et là, il a fallu évidemment que je prenne contact avec Ballandier, puisque c'est lui qui dirigeait la section de sociologie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai été envoyé en sociologie, mais en tout cas, je sais que ce n'est pas Ballandier qui en est responsable, parce que, comment dirais-je, lui, il recrutait exclusivement des africanistes, étant africaniste. Et apparemment, mon recrutement lui avait été imposé, manifestement. Et ça, je l'ai compris à la froideur de son accueil. Alors, je peux citer une phrase qu'il m'a dite. « Ça doit être un drame pour vous d'être recruté comme sociologue plutôt que comme ethnologue. » Là, j'avoue que j'ai été un peu... Enfin, j'ai été naïvement dépassé, enfin, pas naïvement, je sais pas, par la manière dont il posait le rapport entre sociologie et anthropologie.
sans être nécessairement la sienne. Je pense que ce n'était pas sa vision, mais c'est vrai que c'était un peu la vision qui courait à l'époque, qui reflétait le clivage net entre l'ethnologie des sociétés dites traditionnelles et la sociologie traditionnelle, c'est-à-dire pure de toute contamination occidentale, et une sociologie des sociétés modernes considérée comme complexe. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Bon. En tout cas, moi, je lui ai... La question de la pureté originelle, à cette époque-là, elle a de toute façon été très présente. Elle n'a pas fini, à mon sens, d'être au cœur des débats, ça, bon. Mais à la fin des années 60, malgré tout, l'approche ethnologique commençait à faire son entrée dans l'étude des sociétés dites modernes. Il y avait Jeanne Favré-Sada qui travaillait sur les magies, bon, enfin, bref, en France. En termes d'approche, donc moi, je ne voyais pas très bien la différence. Et c'est ce que j'ai rétorqué à Ballandier, qui après ne m'a plus jamais parlé de ça. Bon, donc je suppose qu'il m'a comprise. Il n'empêche, je n'étais pas africaniste, et lorsqu'il m'a demandé où je souhaitais être affecté, ben, j'ai regardé... affecté, c'est comme ça qu'on dit, c'est un peu un régime d'armée, mais c'était le directeur de l'époque disait que nous étions les soldats de la recherche, alors ça vous donne une idée. Donc je voulais être affecté, enfin, j'ai regardé une carte des localisations des centres Orston, et puis dans les Amériques, moi je me sentais américaniste, j'ai vu la Guyane, alors j'ai dit la Guyane, Ballandier m'a répondu que ce n'était pas possible, bon, qu'il fallait aller en Afrique. Alors, mais que j'avais le temps de réfléchir, il me proposait 3-4 trucs que je ne connaissais pas, parce que je n'étais pas africaniste, et puis que j'avais le temps de réfléchir, puisque pendant toute cette année, j'étais censé être formé en France. Alors j'ai réfléchi, moi, et puis je me suis prise d'intérêt pour Madagascar. Alors, ce n'est pas tout à fait au centre, bon. Et quand je suis revenu, un an après, donc pas tout à fait, voir Ballandier, pour voir où j'allais pouvoir être affecté, je lui ai dit... Madagascar m'intéresse, et il me répond c'est pas possible. Mais il m'a dit mais vous aviez demandé la Guyane, ben si vous voulez vous l'avez. Alors j'ai accepté parce que là, entre-temps j'avais compris que la Guyane c'était pas exactement ce que, mais bon, donc j'ai dit oui, mais c'était pas sur les Amérindiens. La condition qu'on mettait c'était que je travaille sur la société créole de Guyane. Et là, pour moi, c'était une sorte de défi stimulant, parce que si on voulait que je travaille sur cette société créole, c'est parce que rien n'avait jamais été fait sur les créoles. C'est dans ces conditions, donc, que je suis parti travailler en Guyane avec seule directive, donc, de travailler sur cette société. Et je suis parti en affectation de longue durée, hein, c'est-à-dire au moins 2 ans après renouvelé, en fin d'année 67. Bon, je suis quand même resté inscrite en thèse avec Bastide, mais pas plus sur les Mayas, quoi. Donc mon sujet avait changé, il s'agissait désormais de la société créole. Seulement, l'intérêt de Bastide, justement, c'était qu'il venait juste de publier, fin 67, un ouvrage qui pour moi est extrêmement important, qui s'appelle « Les Amériques noires ». Et... dans cet ouvrage, donc, Les Amériques noires, il distinguait très clairement les sociétés marronnes et les sociétés qu'il désignait comme nègres à l'époque, parce qu'il reprenait là un dérivé du concept de négritude de Césaire, Senghor et Damas. Et bon, il pensait que c'était un concept qui allait prendre seulement... malgré l'affichage que Césaire pouvait en faire avec l'idée du nègre fondamental, cette désignation de nègre, on le sait maintenant, a fait long feu, dérivant même très vite vers une acception purement péjorative, ce qu'aurait d'ailleurs pu subir aussi le concept de négritude s'il n'avait pas été forgé par des auteurs de la qualité, si je puis dire, de Césaire, Senghor et Damas. Enfin, Damas est peut-être moins connu, mais il était quand même important dans le trio. Donc, le terme de nègre, Bastide parle de nègre à cette époque-là, mais je pense que c'est quand même assez équivalent pour moi de ce que j'appelle créole, au bout du compte. Bon. Alors d'ailleurs, il faut noter par rapport à ce concept de nègre, je pense que le terme de nengue, N-E-N-G-E,
par lequel on désigne les langues forgées par les Noirs marrons des Guyanes a la même origine, ainsi que l'appellation Bushiningué, en langue vernaculaire donc, en ningué, littéralement ça veut dire nègre des bois. Eux, c'est leur langue, donc ningué, etc. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est péjoratif ou pas péjoratif. C'est le mot nègre en français, et en anglais aussi d'ailleurs l'équivalent qui est devenu indicible, si je puis dire. Bon, alors je vais arrêter là cette présentation, mais je voudrais juste peut-être dire maintenant, parce que ça va apparaître tout au long de mon discours et qu'il faut quelque part que je précise la définition très rapide des termes marron et marronnage et créole. Alors, ce sont des mots quand même assez connus, je pense, marron, marronnage, mais bon, je précise que ce sont donc les esclaves qui ont fui les plantations et les maîtres auxquels la loi les attachait pour partir se réfugier et reconstruire des sociétés libres dans des lieux où ils étaient difficilement atteignables. C'était la forêt amazonienne dans les Guyanes ou les mornes dans les autres lieux dans les îles. Le marronnage désigne donc le phénomène et les mouvements qui correspondent. Alors le terme créole est plus difficile à préciser. Et on verra tout à l'heure, bon, en racontant en plus mon parcours, on le verra mieux apparaître. Mais je peux néanmoins dire que alors, ce sont les linguistes qui, les premiers, l'ont utilisé en tant que substantif, pour désigner donc les parlers locaux, construits sur place à partir d'apports extérieurs. Et moi, je pense que déjà, pour commencer, la formulation générale, une formulation générale qui permet de saisir le caractère principal de la réalité à laquelle correspond ce mot, c'est le créole, ça désigne la descendance locale d'une espèce importée. Ainsi compris, il peut s'appliquer aussi bien à des choses, on parle de maïs créole par exemple, qu'à des êtres vivants, on parle de bétail créole, qu'à des êtres humains, donc des créoles. Alors à partir de là, il y a des divergences qui s'opèrent dans les pratiques, puisque dans les pays de colonisation espagnole, le mot est resté attaché essentiellement aux blancs, les blancs créoles, mais dans les anciennes colonies françaises, et ce sens va évoluer au fil des temps. Il y a aussi les blancs créoles au départ, mais ça inclut les descendants des esclaves importés d'Afrique, aussi bien que les blancs.